Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour Dingue de Sport. Nouvelle semaine, nouvelle aventure sur Sport FM. La radio qui mouille le maillot. Merci de soutenir la référence sportive. Eh bien, nous parlons encore professionnalisation du sport au Togo. L'acte 4 de l'ADN national de football avec un Gomido séduisant dans les résultats. 4 victoires en 4 matchs en ce début de saison. Personne n'a fait mieux. La dernière victime, Semassi, battue de... on parle également de la Tambo qui essaie de suivre le rythme imposé par Gomido. Les chauffeurs de la COSA n'arrivent pas à maîtriser leur direction assistée. Dito n'y arrive toujours pas. 4 défaites en 4 matchs. Soudan-Togo ce jeudi, 16 novembre, à 16h à Benghazi en Libye. Première journée des éliminatoires 2026 de la Coupe du Monde. 5 jours plus tard, le Togo reçoit à la maison le Sénégal à Kégué. Oui, ça promet d'être plein là-bas à Kégué. Kaïto Meti a rendu public la liste des filles devant défendre les couleurs du Togo face aux Twiga Stars de la Tanzanie. Dingue de Sport, la mise en onde et l'affaire de Pélagie Mekoum. On a dans cette émission Bawa Adamou, directeur national du sport et de l'éducation physique. Nous aurons Latif Yorouma, Grégoire Attignon. Fifi Assogbavi est avec nous pour parler justement de l'organisation du match Togo-Sénégal. Voilà, merci de nous faire confiance, sans oublier que Gueler Inoussa sera aussi en ligne depuis Sokodé. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Eh bien, merci de nous choisir, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est Dingue de Sport, comme tous les lundis à 7h. On va commencer par l'extrême droite. On va saluer Fifi Assogbavi. Bonjour. Bonjour Franck, je salue le plateau. Je n'oublie pas les auditrices et les auditeurs de votre chaîne et de votre émission. On a bien commencé la semaine. Ça va, on rend grâce à Dieu. Non, on a la chance d'avoir une femme dans cette émission. Pour commencer, peut-être c'est de bon augure. Latif Yorouma, bon retour de Sokodé. Merci. Vous êtes habitué maintenant, hein? Oui. À faire pratiquement 360 km en aller-retour. Oui, ça va. Oui, bonjour. Ça va? Oui, on ça n'est pas trop fatigué. Non, on est Très des bien. commandos. Voilà. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Oui, vous étiez avec ceux qui s'apprêtent pour les championnats scolaires. Oui, ça promet. Les sélections togolaises qui se préparent pour le championnat Ça scolaire. promet. Bon, on espère. Très bien. Et nous avons en studio, on l'attendait depuis un moment, le directeur national de sport et de l'éducation physique, Bawa Adamou. Bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir que je fais partie de cette émission. Oui. Et je salue aussi au passage le plateau et les auditeurs. Très bien, c'est un plaisir partagé. Nous allons partir tout de suite sur la professionnalisation du sport. Alors, un décret a été pris en Conseil des ministres sous les yeux du ministre des Sports et du président de la République pour vraiment aller sur le chemin de la professionnalisation du sport au Togo. Vous êtes le directeur des sports au niveau national. Quel est le ressenti? Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer cette volonté du gouvernement de faire du secteur des sports un levier de développement socio-économique et permettre aux acteurs qui vivent des disciplines sportives d'en faire un métier. La professionnalisation, comme vous le savez, depuis un certain moment, il y a eu des réformes au niveau de chaque secteur. Et au niveau des sports, je pense que ce qui est à la page, c'est la professionnalisation des disciplines sportives. Et pour professionnaliser ces disciplines, il fallait en créer des ligues professionnelles. Donc le décret qui vient d'être pris vient renforcer un tout petit peu l'arsenal juridique pour encadrer la création de ces ligues professionnelles. Très bien, vous êtes le directeur du sport au niveau national. Alors, en tant que tel, avez-vous des nouvelles par rapport aux dispositions que va prendre l'État? Parce que lorsqu'on parle de professionnalisation de tous les sports, ça demande l'engagement de beaucoup de moyens. Avez-vous des idées là-dessus? Comment ça va se faire? Je pense que ce n'est pas à l'instant T que ces dispositions ont été prises. Si j'ai bonne mémoire, depuis mars 2022, tous les acteurs étaient réunis pour examiner les projets de statut. Et ces statuts ont été adoptés. Ensuite, tous les acteurs se sont mis d'accord pour valider le format
N'oubliez pas qu'il y avait un comité de pilotage qui était chargé d'encadrer ces encadreurs. Maintenant, il revient aux acteurs qui sont ces fédérations, puisque la voie vient d'être tracée à travers cet arsenal juridique qui vient maintenant encadrer la création de ces ligues professionnelles, de prendre le pas. Je pense à travers ce dispositif, nous avons maintenant la voie pour créer ces ligues professionnelles au niveau de chaque discipline sportive. Nous pensons, actuellement, je suis très heureux dans la mesure où vous voyez qu'à travers tout ce qui se passe dans le monde, on parle du sport d'élite. Oui. Et qui parle du sport d'élite doit s'intégrer dans la création des ligues professionnelles et ne pas rester comme un sport amateur. Oui. Vous avez évoqué le comité de pilotage qui était, j'allais dire, en mission pour préparer le Togo pour cette professionnalisation. Après, le comité de pilotage a semblé reculer. On a repoussé cette date maintenant, c'est fait, on s'est dit oui. Peut-être à la Fédération de football, je prends un exemple, la saison prochaine, on ira sur la professionnalisation. Vous, sincèrement, concrètement, vous sentez que le Togo est prêt pour aller sur ce chemin ou bien il y a des choses à régler d'abord? En tant qu'acteur, je vous renvoie la question. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle de notre compétitivité peut nous permettre d'aborder les phases internationales en toute sécurité? Non, puisque actuellement, nous pouvons dire que notre sport demeure un sport amateur. Et pour affronter l'élite, il faut avoir un niveau quand même élevé, non seulement au niveau des infrastructures, mais également au niveau des structures administratives. Non seulement des structures administratives, aussi avoir la possibilité d'avoir le financement de vos activités. Vous aurez remarqué qu'à travers même notre championnat actuel, souvent les fonds se reposent sur une ou deux personnes. Est-ce que ça vous permet d'aller de l'avant et affronter les équipes internationales? Je pense non. Donc la création de ces ligues professionnelles nous permettra vraiment non seulement d'être plus compétitifs, et que les acteurs, que sont les joueurs et même les dirigeants, puissent vivre de ce métier. Donc, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Et pour que ce secteur puisse permettre à chacun, aux uns et aux autres, de vivre de ce métier, il faut l'encadrer. Voilà le motif qui fait que le décret qui vient d'être pris permet de baliser la voie pour la création de ces ligues professionnelles. Vous parlez de moyens, beaucoup de moyens d'ailleurs pour aller dans un sport d'élite. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de moyens aujourd'hui, puisque l'État veut embrasser la professionnalisation de tous les sports, oui. Quels sont les moyens aujourd'hui que l'État peut engager? Peut-être ça a été dit au ministère, vous avez entendu des choses. L'État est prêt à mettre les moyens sur la table? Même vous aurez remarqué que jusqu'alors, notre championnat demeure un championnat amateur. Ouais. Mais ce championnat reçoit les subventions de l'État. Oui. Même on dit que ce n'est pas suffisant. Mais je dis toujours que ces fédérations reçoivent les subventions de l'État. Bien sûr. Maintenant, à travers cette professionnalisation, il sera créé au niveau de chaque entité sportive une ligue professionnelle. Donc cette ligue professionnelle aura en son sein un comité d'administration. Donc ce comité d'administration se chargera de mobiliser les fonds au profit de la structure. Donc vous voyez le poids qui se repose sur certains des dirigeants. Alors qu'en créant une société, je pense que vous aurez la possibilité non seulement de mobiliser les fonds, mais bénéficier également de l'appui technique et de l'appui financier de l'État. Et à travers cette professionnalisation, l'État s'engage pendant 3 ans à accompagner ces structures. Vous voyez déjà ces réformes qui viennent renforcer l'idée que l'État se fait, que ce secteur non seulement doit se professionnaliser, mais doit constituer un levier de développement socio-économique de notre pays. Et vous savez très bien que
l'industrie sportive part de la création de ces ligues professionnelles. Et nous devons faire ce pas en avant que de rester. Vous voyez à travers les sports, je ne vous apprends rien. Lors des compétitions internationales, souvent vous êtes surpris d'apprendre que tel acteur n'a pas le niveau pour rester peut-être sur le banc de touche. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense non. À travers la professionnalisation, non seulement les structures vont être performantes, mais il y aura quand même ces possibilités de mobiliser les fonds au profit de ces structures sportives. Voilà l'idée qui sous-entend quand même cette professionnalisation que nous voulons de tous nos voeux. Et quel est le deadline, par exemple, pour commencer ça, pour commencer la professionnalisation? Mais je pense qu'il revient aux acteurs, puisque l'État vient de jouer sa partition à travers les tests. Il revient aux acteurs de s'activer et de réunir toutes les conditions, puisque à travers les statuts et les règlements et le cahier de charges qui a été défini, je pense que actuellement les clubs s'attellent à répondre à ce cahier de charges pour le démarrage de ce football professionnel. Et vous savez très bien qu'il faut aussi l'installation du bureau de la Ligue professionnelle. Actuellement, c'est un comité de pilotage. Donc, il faut quand même que le comité de pilotage cède la main à ce bureau de la Ligue professionnelle pour le démarrage de toutes ces activités. Peut-être une question pour le directeur du sport, Latif? Oui, par rapport au deadline dont il est question, moi je pense que oui, l'État a voulu procéder comme cela, mais je me dis, est-ce que l'État ne se désengage pas sur un autre plan? L'État dit oui, j'ai décrété, allez-y, la professionnalisation a commencé et il appartient aux acteurs de mettre en œuvre cela. Ça suppose que voilà, le volleyball peut peut-être mettre 20 ans pour commencer sa professionnalisation. Le football peut déjà, dès l'année prochaine, commencer sa professionnalisation. Est-ce que l'État ne peut pas lui-même aider à la mise en œuvre? Parce que quand j'ai écouté le directeur, vous avez dit l'État a, voilà, c'est comme la cloche a sonné. Maintenant, à chacun de commencer sa professionnalisation. À moins que je n'ai pas bien compris cette partie-là. Oui, je pense qu'actuellement, comme je viens de le souligner, il fallait des dispositions, que ce soit des dispositions d'ordre juridique pour accompagner ce processus. L'État vient de jouer sa partition et ce n'est pas ça seul, puisque l'État s'engage à accompagner ces structures pendant 3 ans. Enfin, il fallait aussi transformer quand même les structures actuelles en des sociétés sportives. Donc, l'État aussi aura à les accompagner, puisque ces structures qui seront mises sur pied auront besoin de l'équipement sportif. Donc, à travers des allègements fiscaux, ça peut permettre de booster. Et l'accompagnement aussi pour les formalités administratives. Je pense que l'État est à côté. Et n'oubliez pas que ce n'est pas la professionnalisation qui va faire supprimer le sport amateur. Ça veut dire qu'au sein de ces structures, de ces fédérations, se créent les ligues professionnelles. Et ça veut dire que les fédérations vont continuer par toujours mener leur activité. Mais c'est au sein de c'est une presque délégation. Puisque vous savez qu'au niveau de chaque fédération, une fédération ne reçoit qu'une délégation de pouvoir. Ce n'est pas dit que lorsque, par exemple, au niveau du football, on vient de créer une ligue de football, ça devient une fédération bis. Non. Parce qu'au sein même du conseil d'administration, il y a quand même un représentant de la fédération qui siège en tant qu'observateur. Donc, vous voyez que c'est un accompagnement qui sera vraiment un accompagnement sur tous les processus. Ce n'est pas dit que, voilà, nous venons d'élaborer les tests, maintenant, débrouillez-vous. Non, je pense que l'accompagnement de l'État doit être un accompagnement vraiment progressif et surtout le long de ce processus. Vous voulez dire que l'État ne jouera pas le rôle de gendarme derrière les gens pour dire « allez-y »,
il n'y aura pas de délai pour dire aux gens, oui, allez-y, rentrez dans la course, faites ceci, faites cela. On donne la liberté à tout le monde. Ouais, Comme Latif vient de le dire, si quelqu'un décide, par exemple, d'aller vers cette professionnalisation d'ici 5 ans, l'État ne dira rien, c'est ce que ça veut dire? Oui, mais le décret vient de fixer les règles de création de ces ligues professionnelles. Oui. Et à travers ces règles, vous avez non seulement des attributions, vous avez des obligations. L'État ne fera que toujours faire ce contrôle. Est-ce qu'il y aura une date butoir au moins pour dire, nous donnons jusqu'en 2030 par exemple à toutes les fédérations pour aller vers la professionnalisation? Je viens de vous dire que c'est un outil qui va permettre à toutes les fédérations quand même d'aller de l'avant. Nous avons commencé avec, je pense, le sport le plus populaire qui est le football. Je pense que ce n'est pas interdit aux autres entités. Ça n'a pas encore commencé. Hein. Oui, le football même, ça n'a pas encore commencé. Moi, je pense que ça a déjà commencé dans la mesure où non seulement le processus a été déclenché, on l'a annoncé, on a déclaré. Oui. Vous parlez de reculer, moi je pense que si nous sommes à cette émission, c'est parce que c'est pour quand même détailler tout le processus. Maintenant, l'arsenal pédagogique et juridique vient d'être quand même pris. Je pense qu'il revient aux acteurs aussi de jouer la partition. Ce n'est pas l'État qui viendra composer le conseil d'administration, c'est les acteurs. Donc maintenant, les acteurs, il revient aux acteurs de s'activer pour mettre sur pied le conseil d'administration qui permettra à cette ligue professionnelle de jouer. N'oubliez pas qu'au niveau des... Vous allez peut-être évoquer les infrastructures. Justement, mais la question. Actuellement, s'engage à les mettre actuellement, si j'ai bonne mémoire, si vous faites quand même un répertoire des stades que nous avons actuellement au moins 19 stades. Donc 4 stades synthétiques, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et vous avez au moins 19 stades de quelle qualité? De quelle qualité? Réglementaire. Oui, mais la fédération, par exemple, a tous les problèmes du monde pour programmer les matchs. Ça veut dire que les infrastructures restent toujours insuffisantes. Bon, maintenant, actuellement, le championnat se joue sur quel type de travail? Non, par exemple, comme prenons le terrain, le stade de Caras, stade ou terrain. Mais il y a plusieurs matchs, par exemple, Dapan, Doumbé et puis Fouadan sont obligés de venir jouer à Kara, Kakadle, Bikenti, Asbina, soit c'est Kara ou soit c'est Sokodé. C'est ce que nous sommes en train de se dire. Il revient à chaque acteur de jouer sa partition. L'État vient de baliser le chemin. Les infrastructures qui existent déjà, je pense que jusqu'alors, on est en train de jouer sur ces infrastructures. Il y aura un accompagnement pour améliorer ces infrastructures dans la mesure où c'est pour décongestionner presque certains matchs. Vous dites actuellement qu'à Kara, il y a plusieurs matchs. Je pense qu'il y a certains stades quand même qui vont être améliorés puisque c'est un processus. Le processus va se jouer sur un ensemble de volets. Sur le volet administratif, sur le volet structurel et également sur le volet financier. Vous voyez qu'à travers les structures qui vont être mises sur pied, c'est tout un accompagnement qui sera effectué par l'État. Donc, comme vous le dites, déjà à travers les acteurs, je pense que lors de nos assises, certaines infrastructures ont déjà été repérées, acceptable dans la mesure où nous participons aussi aux compétitions internationales. Bien. Grégoire, oui, toujours par rapport aux infrastructures, oui. Le directeur a parlé donc des stades quand ce qui concerne le football, mais quand on prend les autres disciplines, parce que c'est dit qu'il faut aller à la création des ligues, on ne va pas mettre la ligue professionnelle de basketball, la ligue de volleyball en place aujourd'hui, alors qu'on n'a pas de stades dignes de ce nom. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la professionnalisation et aller jouer au stade municipal sur ce terrain de volleyball. Non, sur ce terrain de basketball, non, mais ce qui veut dire qu'il faut forcément des infrastructures dignes de ce nom en ce qui concerne ces sports de main. Quand on prend le hand, le volley ou encore le basket, je crois qu'il faut nécessairement une salle de sport pour quand même se diriger vers cette professionnalisation-là. Je ne vais pas donner sur ce plateau les pays qui ont, comme on le dit, toutes les infrastructures, mais vous voyez quand même leur
football professionnel. Est-ce que ça marche? Je pense que nous devons nous outiller pour aller à notre rythme. Il ne revient pas de dire seulement que comme il n'y a pas les infrastructures, donc on met bas la terre, on ne fait rien. Je pense que c'est un processus. Les terrains qui existent déjà vont être améliorés en tenant compte de la réalité. Je pense qu'il y a quand même certains terrains qui ont des tribunes et autres, ça serait amélioré parce que nous voyons autour de nous, les infrastructures ne sont pas quand même tellement, elles ne sont pas différentes de ce que nous vivons ici. Mais il faut seulement les améliorer. Nous sommes vraiment en retard par rapport... Est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, le Togo n'a pas encore de hall de sport, par exemple, alors qu'il y en a au Bénin, qu'il y en a au Mali, Burkina, Niger, tous les pays qui entourent le Togo en disposent. Vous savez pourquoi le Togo n'en dispose pas? Vous savez, bon, comme on le dit souvent, vous savez, les priorités. Il ne s'agit pas d'avoir un hall et vous n'avez pas les sportifs de haut niveau. Mais cela ne dédouane pas l'État d'avoir un hall de sport. Mais nous sommes à pied d'œuvre à travers les réformes. Je pense qu'au niveau de la loi, il a été bien stipulé d'encourager quand même la mise en place de ces infrastructures, dont le hall. Très bien. Alors, quelle est votre conclusion? La conclusion, c'est d'inviter les acteurs à jouer leur partition. À travers l'accompagnement de l'État, il revient aux acteurs parce que ce qui anime ces disciplines ne sont pas ceux qui vont, comme on le dit, être des acteurs sur le plan international. Mais l'État ne fera qu'accompagner ces acteurs. Donc, il revient aux acteurs de jouer leur partition en vraiment, non seulement à s'appropriant les tests qui viennent d'être pris, mais également en rendant opérationnelles les mesures qui peuvent permettre le bon fonctionnement de ces structures. Parce que le public aussi attend le beau, ce qui est beau, ce qui donne du plaisir. Et à travers ces infrastructures, l'industrie sportive, c'est aussi un levier de développement de notre pays. Donc, mon mot de fait, c'est d'inviter les acteurs à jouer leur partition pour qu'on puisse avoir ce sport d'élite que nous rêvons de tous. Bawa Adamou, directeur national du sport et de l'éducation physique, merci d'être venu. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. On a parlé professionnalisation, maintenant on va parler championnat national de football de première division avec l'acte 4 et ce match au sommet. C'était hier à Sokodé entre Gomido, le leader, et Semassi. À l'arrivée, les Showboys continuent de faire leur show. C'était aussi sous les yeux de, j'allais dire, Gueuler et Noussa. Alors, Gueuler, bonjour. Bonjour Franck Roussama. Bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive. Nous sommes au lundi, premier jour du travail. On revient, on commence, on parle encore professionnalisation. Professionnalisation, il faut aller faire les installations sportives. Je ne manquerai jamais ce mot, Franck Roussama. Très bien. Bonjour. Du championnat. Alors, une minute pour faire le résumé de ce match auquel vous avez assisté hier entre les Showboys et les Guerriers. Non, les Showboys de Palimé, 99,99% méritaient de repartir dans le club peloton avec les 3 points, avec un match après match disputé pratiquement et sur un schéma technico-tactique bien travaillé à l'entraînement par Abalo Dosser. Et finalement, 40e minute, on dévie de la tête. Toute la défense de ce match est restée statique et Kayaba François profite et catapulte le ballon au fond des filets sur la joie des supporters de Gomido, arrivé aussi pour la circonstance. Mais attention, ça comptait le savoir-faire de quelques joueurs de ce match de Sokoré comme l'Ivoirien Vince Dong Yang, Céleste Quadio. Il fait cavalier seul. Yazid le repousse de la poitrine. Il voit la position du gardien Babouni. Et finalement, il met le ballon dedans sur la grande satisfaction des milliers de supporters arrivés pour la circonstance. Un but partout à la pause. Au retour des vestiaires, même schéma technico-tactique. Malheur des uns fait le bonheur des autres. Vince Dong Yang Céleste Quadio se blesse dès la reprise de la partie à la 55e minute. 67e minute. Abalo de s'élève et fait un mouvement d'ensemble en effectuant 2 remplacements coup sur coup. C'est travaillé à l'entraînement, comme je l'ai déjà dit un peu plus haut. On sent toute la défense de ce match reste statique. Antonio Savant de Souza profite et renvoie le ballon
le deuxième assistant monte en vitesse et finalement l'arbitre suit, il parle d'hors-jeu alors qu'il n'y avait même pas de trace de position d'hors-jeu. Et au coup de sifflet final, Abalo Dossé était aux anges. Il mérite vraiment cette victoire parce que la défense a joué sur une défense câble avec un certain Djima en tant que milieu du terrain, ce Nigérian qui a mouillé le maillot. Toute la défense est tout devant, une victoire méritée de la part de Gomido Football Club de Palimé, Franck Nonyama. Oui, après cette défaite de Semassi, quels ont été les commentaires là-bas? Qu'est-ce que les supporters, les inconditionnels des guerriers, qu'est-ce qu'ils disaient après le match? Moi, personnellement, avant les supporters, en œil d'un commentateur, il faut renforcer Semassi Football Club de Sokoré. Rester dans le coin dire, je crois que les enfants de Sokoré peuvent tenir, Je vous dis qu'on est à la J4, on va aller jusqu'à la J30. Il va arriver des moments où il y a certains joueurs qui seront sous ce rhum et après ils vont partir, ils te diront, monsieur, allez y revenir. Il faut renforcer cette équipe de Semassi de Sokoré. Et puis au niveau du staff technique, il faut que l'entraîneur arrive à changer aussi le système de jeu quand ça change du côté de l'adversaire. Mais j'ai l'impression que le staff de Semassi de Sokoré, ce staff-là ne connaît pas le temps fort du club. Hier, c'était ce qui est arrivé. Semassi avait appuyé sur l'accélérateur. Gomido a suivi pendant 20 minutes de jeu. Abalo Dossé était arrêté. Il contrôlait. Son adjoint écrivait. Mais dès qu'ils ont pu avoir ce vent du temps fort fini, il faut se dire qu'ils ont mis le pied sur le ballon et ça a été payant. Pour les supporters, encore une déception. La déception est totale. Et quand vous arrivez pour les matchs de Semassi de Sokoré, d'autres disaient même quelqu'un qui était pratiquement à ma droite au niveau de ma cabine de retransmission, qui disait, je cite, vous avez fermé le terrain pour les intra-ligues. Voilà ce que ça donne, Franck Nonyama. Très bien. Voilà, bon. Je crois que sur ce point aussi, il faut aussi se dire que quand Semassi a match, il faut qu'on évite de fermer les stades toute la journée parce qu'il y a l'intra-ligue qui se joue actuellement parce que le week-end est chargé de matchs. La Ligue a trouvé un peu de canal. Les matins, on joue 2 matchs samedi. C'est bon, Gueler. Voilà. Quand une histoire avait joué cette situation, il existait. Mais il faut faire rapidement que le chef, Wuro Aguro Bocho, puisse quand même se dire qu'on n'est pas encore prêt, Franck Nonyama. Semassi n'est pas encore prêt, dit Gueler Inoussa. Merci de nous avoir apporté ces précisions. Allez, à très bientôt. Au revoir, Franck. À très bientôt, oui. Oui, c'est possible d'avoir en direct Steven Lavon pour nous parler un peu de l'ambiance qui règne là-bas à Tunis avec les éperviers, les joueurs qui sont déjà présents là-bas. Mais en attendant, on va continuer Latif également en 1 minute. Que pouvez-vous dire sur ce match-là? C'était le match au sommet de cette 4e journée. Oui, je pense que ça a été un match âprement disputé. Lorsque vous suivez les 2 entraîneurs, je pense que contrairement à ce que Gueler disait, Semassi méritait aussi de gagner ce match. Parce que si on suit le match, on ne peut pas dire que Gomido méritait à 99,99% de gagner. Le score à la fin, c'était 2-1. Et quand on prend le contenu de ce match, la première partie a été dominée par Semassi de Sokoré. La deuxième partie ne l'a pas été parce que Gomido tactiquement a montré quelque chose qui était en tout cas à proposer mieux par rapport à ce que Semassi a proposé. Le banc de Semassi n'était pas du tout profond. Il y a également cet aspect-là. Très bien. Vous permettez, on revient à vous. Nous allons prendre la direction de Tunis en Tunisie. Steven Lavon, bonjour. Oui, bonjour Franck. Bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Et la délégation togolaise est bien arrivée là-bas? Oui, la délégation togolaise qui a quitté Lomé samedi est bien arrivée à Tunis, en Tunisie, depuis hier dimanche, dans l'après-midi, et a bien évidemment pris ses quartiers dans un hôtel de la capitale tunisienne, pas loin de l'aéroport. Et depuis hier soir, on va dire, le groupe s'agrandit. Il y avait déjà quelques joueurs qui étaient là, même avant l'arrivée de la délégation qui est arrivée de Lomé. Et depuis l'après-midi, depuis même la soirée, d'autres joueurs arrivent encore une fois à l'hôtel. Et actuellement, je pense que le groupe doit avoisiner la vingtaine de joueurs, parce que là, on est là en bas de l'hôtel pour partir pour le premier entraînement même à Tunis.
Et on peut compter une vingtaine de joueurs. Et, qui sont-ils? Les cadres sont déjà là. En place pour ce premier jour. Oui, quelques noms qui sont arrivés. C'est ce que je dis, je n'ai pas le nombre exact parce que là, ce midi, il y a encore des joueurs qui sont arrivés. Il y a notamment le capitaine qui est arrivé. Il y a Alessi Romao Gama qui est là. Il y a David Enen que je viens d'apercevoir aussi, ainsi que Kevin Denke. Donc, bon, voilà, je n'ai pas le nombre exact. Je pense que lorsqu'on va aller à l'entraînement, d'ici la fin de l'entraînement, je pourrais avoir tout le nombre exact de joueurs qui sont là à Tunis avec nous. Alors, avez-vous déjà, peut-être par indiscrétion, suivi quelques discussions entre les joueurs? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce match-là? Comme d'habitude, hein, les joueurs ils sont déjà tout d'abord contents de se retrouver. Ça faisait quelques semaines qu'ils ne sont pas vus, donc ils sont d'abord tout contents de se retrouver. Pour l'instant, ça rigole un peu, mais dès qu'on va aller sur le terrain cet après-midi, je pense que le discours va changer. Ça va commencer par parler du match et de la stratégie à mettre en place. Très bien. Steven Lavon, merci d'avoir été là pour ces précisions. Beaucoup de courage et puis bonne chance surtout. Merci à vous aussi. On reste en contact. On essaie de faire ça le plus souvent possible durant la semaine jusqu'au match. Là, comme j'ai dit, on va au match. Là, je suis en train de sortir du hall de l'hôtel, donc je vais devoir vous lâcher très, très vite. Très bien. Merci Steven Lavon, voilà, qui est de la communication autour de la sélection des éperviers, déjà à Tunis pour préparer ce match de jeudi contre le Soudan à Benghazi, en Libye. Voilà, on va fermer les parenthèses. En attendant, Latif, on était avec vous sur ce match-là. Oui, on va terminer. Oui, donc je disais que ça a été un match après-midi disputé. Maintenant, au niveau tactique, comme l'a dit Gueuler, sur cet aspect, on a vu quand même que Abalo Dossé a proposé quelque chose de mieux. Il était bien soutenu par Didier Amégan, qui connaît bien également l'équipe, qui a fait plusieurs années avec l'équipe. Ce n'est pas forcément le cas au niveau de Semassi avec des joueurs qui jouent pour la première fois, la première fois, donc, la première division. L'équipe doit être renforcée. L'équipe doit être renforcée parce que voilà, quand il a dit Célestin Kouadio s'est blessé, le banc de Semassi a eu du mal véritablement à pouvoir le remplacer, déjà handicapé par le défenseur central Goro Matouf qui a été expulsé dans le derby. Ça aussi, en tout cas, expliquer cela, mais il ne faut pas enlever le mérite quand même de Gomido. C'était quand même le leader qui est arrivé et qui a joué son match, qui a réussi quand même à marquer 2 beaux buts. Sur le deuxième but, c'est vrai, il y avait eu contestation des joueurs et même dans le public par rapport à la situation, à la position du joueur. L'arbitre était mieux placé. Maintenant, ce serait bien aussi de visionner, de voir les images pour véritablement voir si ce joueur-là était hors-jeu ou pas. Mais le touche était mieux placé que tout le monde. Nous estimons qu'il a pris la bonne décision. Très bien, on va écouter Jean-Paul Dossé Abalo. Jean-Paul Dossé Abalo qui doit être sur les nuages. Il a gagné les 4 premiers matchs de la saison. Ce n'est pas le cas pour lui quand il était à SCO la saison dernière. Il avait fait 2 nuls, 2 victoires pour commencer. Ici, c'est le plein carton pour Jean-Paul Dossé Abalo qu'on écoute. C'est un match qui n'a pas été du tout facile pour les deux équipes. Je crois qu'on a quand même réussi à tirer les peines du jeu. C'était un match très tactique, surtout en deuxième mi-temps de notre côté parce qu'on n'avait pas vraiment des éléments à certains postes, mais on a essayé de faire avec. Je crois que les enfants ils ont été très héroïques. Ils ont cherché plus loin cette victoire. Gomido mérite vraiment cette victoire. Dès la blessure de Kouadio du côté de Semassi de Sokone, vous avez fait des remplacements coup sur coup et finalement vous repartez à Palimé très heureux. Oui, parce que le changement c'est prévu, mais vu l'intensité du match, c'était compliqué de faire un changement puisque tout le monde était en place. Mais à un moment donné, il fallait le faire. Mais on a hésité, mais on l'a fait quand même. Parce que, physiquement, ça commence à être très compliqué pour mes joueurs. Mais comme je le dis, je crois que c'est la victoire de toute l'équipe. Les joueurs méritent vraiment cette victoire. Jean-Paul Dossé Abalo, sortir de la rencontre. Qu'est-ce qui fait la différence cette saison avec Gomido pour Jean-Paul Dossé? Je crois qu'il y a beaucoup de sérieux autour de cette équipe et puis beaucoup de travail au niveau du staff technique. Et il faut reconnaître également à Abalo Dossé une certaine expérience. Il a conduit cette équipe d'Asco sur plusieurs saisons maintenant avant de partir. Il a cette expérience-là.
plus le bagage technique. Quand j'écoute Latif ou encore Gueuler parler, et que Latif qui disait tout à l'heure que Abaloa proposait du mieux tactiquement, techniquement, ça montre clairement son bagage qu'il met à la disposition de cette équipe de Gomido, et puis du sérieux, et puis de l'envie de cette équipe, pour avoir vu l'équipe jouer à Lomé face à l'AS Auxerre, justement menée, et puis revenir battre cette équipe 3-1. Tu sens quand même cette détermination de cette équipe-là. Et bon, j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer, qu'on verra une très grande équipe de Gomido, parce qu'on a besoin de cette équipe-là qui puisse vraiment rivaliser, puis qui puisse vraiment mettre en doute les leaders qu'on connaît chaque année à SK et puis à Scott Kara. Oui, qu'est-ce qui se passe avec Abalo Dossé? Il a de la réussite, c'est ça? Bon, il a de la réussite, mais également, je crois que c'est un peu tactique et puis technique. Il y a ce qui compte beaucoup de ce côté-là, c'est la lecture du jeu. Je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la force d'Abalo Dossé. Il lit le jeu de l'adversaire, il observe véritablement le jeu de l'adversaire avant de proposer quelque chose. Et quand vous prenez les 4 matchs de Gomido, véritablement, c'est en deuxième période que Gomido fait finalement son match, parce que Abalo prend un temps pour observer l'adversaire, et par après, les changements qu'il effectue, c'est également par rapport au jeu proposé par l'adversaire. Il propose autre chose et qui finalement fait la différence. Je crois que c'est un peu ce qui est fait la force d'Abalo Dossé. Fifi l'a dit, 2 ans passés au niveau d'Asco de Kara, Abalo a également observé ce championnat-là, connaissant un tout petit peu la force et la faiblesse donc des différentes équipes, et c'est sur ça qu'il joue aujourd'hui. C'est sur ça qu'il joue Certains aujourd'hui. adjoints, si vous permettez, Franck, 10 secondes, oui, 10 secondes. Certains coachs adjoints n'aident pas leur entraîneur, parce que quand vous voyez Abalo Dossé, il est pratiquement seul à coacher le match, avec un adjoint bien scotché dans sa chaise. Il est bien assis, il lit et ils se concertent et puis ils font le changement. Mais quand on va sur certains matchs, tantôt c'est le titulaire qui est debout, l'adjoint aussi est debout, il va y donner des consignes. Quand vous deux, vous êtes pratiquement dans ce jeu-là, qui va lire véritablement le jeu pour l'autre. Donc, c'est aussi un aspect... C'est une organisation, parce que j'ai suivi 2 voire 3 matchs au niveau de Gomido déjà. Vous voyez Amégrand Didier qui est assis calmement. C'est Abalo Dossé qui coach, qui est là. Et après, vous allez voir, il revient à lui, il se concerte, il repart. Après, il se concerte. Et à chaque fois qu'ils font le changement, ça paye. Donc, voilà. Il va falloir que les autres coachs adjoints également apprennent de ce qui se passe pour le moment au niveau donc, de Gomido de Palimé. Et là, Istanbul qui essaie de suivre ce rythme posé par les Showboys. 3 victoires et puis 1 nul pour le club de Dacha. On va écouter Maurice Noutchougé au sortir de la victoire contre l'AS Bina 2-1. On va passer voir la phase. 3 victoires successives à la maison. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a des oreilles attentives qui sont là pour pouvoir écouter ce qu'on leur dit. Et voilà le résultat qui est là. C'est vrai que la 4e journée du championnat, mais on est un peu soulagé d'aujourd'hui, surtout que le match a été difficile. La première mi-temps a été dure pour nous. La deuxième mi-temps aussi a été un peu compliquée. Mais bon, la technicité de notre attaque a fait qu'on a pu marquer 2 buts. La machine vers la fin, ça a fonctionné, coach? Oui, aujourd'hui encore, on a rendu le match difficile pour Milan à la fin du match, tout en deuxième partie totalement. Mais bon, une fois que le deuxième but est arrivé, ils ont essayé de jouer long bas. Là, ce qui nous a rassuré parce que nos défenseurs vont de la tête. Donc voilà. Voilà, pour le moment, on peut parler de bon début de saison pour les Flèches Pimentées de Dacha. Vous l'avez écouté, 3 victoires de suite à domicile, plus un match nul. Ça va bien pour le moment, mais ça ne va pas pour les chauffeurs de la COSA qui n'arrivent pas à maîtriser leur direction assistée. Une défaite encore face au club de Koulounde Unisport, 1-2. Jonas Kokou comme là. D'abord, on a marqué en première mi-temps. On avait la même issue sur le jeu. En deuxième mi-temps, les premières minutes, on est tombé dans la facilité. Or, c'était le moment pour mettre encore un deuxième but. Donc, ça nous a coûté cher sur des erreurs de placement qui ne devaient pas arriver. Et ensuite, il y a eu le carton rouge aussi. Même à 10 contre 11, on a essayé de faire des réajustements. Malheureusement, le but n'est pas rentré. Il y a ça aussi dans le football. Bravo à Unisport. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont eu 1 ou 2 occasions, ils ont marqué. Nous, on en a eu beaucoup. On pouvait marquer le football, c'est ça. Quand tu rates tes occasions, l'adversaire trouve, il les marque. Donc, c'est ça la loi du football. Donc on doit s'en prendre à nous-mêmes ce soir. Jonas Kokou comme là, après la défaite face à Unisport, 30 secondes, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que c'est l'SK qui ne se retrouve pas en ce début de saison. 2 défaites déjà en 4 matchs. Je me dis que c'est l'une des pires saisons. Donc, ça ne ressemble pas à ce club. Ça ne ressemble pas véritablement à cette équipe-là.
parce qu'on connaît beaucoup plus cette équipe. Les joueurs sont les mêmes. C'est vrai qu'il y a certains qui ne sont pas là, mais ce sont les mêmes joueurs qui se retrouvent. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que véritablement, ou bien on veut lever un tout petit peu les pieds, observer les autres avant donc de rentrer dans ce championnat, alors qu'on est en train de perdre des points? Je crois que Jonas Kokou Komla a quand même du travail à faire avec son équipe, revoir un tout petit peu son effectif, de la défense en attaque, parce que moi j'ai vu cette équipe face à l'AC Barracuda. Ce n'est pas une grande équipe de l'ACK face à l'AC Barracuda. Je me dis que ça va être un peu compliqué si on continue donc ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? ACK est habitué à jouer les premiers rôles entre griffes dans ce championnat, mais là, Grégoire l'a dit, 2 défaites déjà en 4 journées. Oui, ACK n'a pas trop d'ambition selon moi pour ce championnat. Parce que quand on a des ambitions, ça se ressent déjà à travers l'effectif. Vous avez vu l'effectif des chauffeurs qui a joué pour le continent. Cette équipe-là n'était pas une équipe du continent. Et la preuve, AFAD d'Abidjan Plateau a éliminé la ACK. Ça n'a étonné personne parce que ce que ACK a proposé ici au match aller, personne n'a parié pour cette équipe-là. Maintenant, en championnat, j'ai vu l'équipe jouer contre AC Barracuda. Ce n'est pas l'ASK. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. L'ASK a habitué le public togolais à du jeu, mais ça ne joue pas. Et quand ça ne joue pas, avec des joueurs également moyens, je pense qu'on ne peut qu'avoir des résultats moyens. Pour l'instant, voilà, 4 points sur 12 possibles. Je pense que c'est l'une des pires saisons sur les 2, voire 3 dernières de la SCK. Les ambitions, je me dis qu'on a revu les ambitions au niveau de la SCK. Très bien. Les autres résultats, Kakadel, vendredi déjà, perdait face à l'AC Barracuda, 0-1. Et Bikinti a enregistré son premier point de la saison, 2 partout face à l'AS OTA. Asco a dominé non sans peine en temps 2, 1-0. Et Espoir a marché sur Doumbé, 4-1 à l'arrivée. Bouloussou également a enregistré sa première victoire de la saison. C'est face au Dynamique togolais. Et très rapidement, on va parler Coupe du Togo. Le tirage a été fait la dernière fois. Et on va donner la parole à Pafio Dobou, qui est le directeur des compétitions nationales et internationales à la FTF1. La Coupe du Togo a été lancée et il a été donné possibilité aux clubs participants au championnat de D1 et de D2 de s'engager. Donc, à la fin du délai d'engagement, nous avons eu 16 clubs de D1 qui sont engagés et 11 clubs de D2 qui sont engagés. Ça nous fait 27 clubs au total. Nous avons essayé de faire 2 poules. Poule A pour la zone sud et poule B pour la zone nord. Nous connaissons un peu les problèmes financiers des clubs. Pour ne pas obliger les clubs à faire de longs déplacements, on a fait ces 2 poules. Donc, dans la poule A, nous avons 13 clubs et dans la poule B, 14 clubs. Nous avons procédé au tirage au sort. Dans la poule A, il y a eu un club qui a été exempté, qui est qualifié directement pour le 2e tour. Et dans la poule B, nous avons eu 7 oppositions. Les compétitions vont commencer le 17, vendredi 17 et finir dimanche 19 novembre. Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la FTF. Dans la poule A, on aura 3 matchs samedi à venir. On aura ce match à Palimé entre l'AS OTR et puis Espoir. Municipal de Thiévier, Dito contre Olympique de Vaud. Municipal Anani Chardé à Néro. Étoile joue contre Asfosa. Akpalimé en temps 2 affronte Tambo. Municipal de Thiévier à nouveau. Ce sera dimanche. On aura ce match entre l'AC Barracuda et puis AS Bouloussou. Et enfin, dimanche, au municipal d'Anéro, encore JCA va jouer contre Gomido Football Club. Et Latif dit supporter la Jeunesse Club d'Agua, on verra. Agaza est exempté. Et dans l'autre groupe, on va voir un peu ce que ça donne pour le compte du groupe B. Maintenant, on va vous les donner, les affiches. Ça commence vendredi. Ça commence vendredi à ce niveau de la poule B. Ça veut dire que le week-end qui arrive, il n'y aura pas de championnat. Vendredi, 2 matchs à suivre. À Sokodé, d'abord, on aura CDF Aknou contre Kakadel. Vendredi, encore à Takpamé, cette fois-ci, TAC contre Arsenal. Samedi, 2 matchs aussi. Municipal de Sokodé, Sarah, Bikinti. Sokodé, encore, à Takpamé, aura le match Semassi ASK.
Dimanche, 3 matchs à venir. Fouadan contre Koroki Metete, Djoumbé, AS Bina. Et puis Unisport contre qui déjà? Contre Asco. Voilà le programme. Et maintenant, on va parler épervier. On a commencé par en parler, mais là, on revient là-dessus. Et Fifi est en studio, on va dire, pour ça, déjà, sur le match qui va venir après celui de jeudi. Ce sera Togo-Sénégal. Quand il s'agit de ce match-là, il faut se mettre à 2, à 3, même à 4, à 5 pour l'organiser. Ça commence déjà? Ça commence déjà l'organisation pour permettre à tous les Togolais de pouvoir vivre cette rencontre-là. Vous savez que lors des dernières éliminatoires de la Coupe du Monde, celle qui a été jouée en 2022. Le Togo était déjà dans la poule du Sénégal. Et une défaite à Dakar, 0-2 et puis un nul qui a fait très mal ici parce que le Togo a mené jusque dans les derniers instants de cette rencontre-là avant de se faire attraper. Aujourd'hui, une nouvelle campagne commence. Les éperviers ne sont pas qualifiés pour la CAN, mais ils ont quand même bien terminé ces éliminatoires de la CAN 2023 en gagnant les 2 derniers matchs face à l'Eswatini et puis face au Cap-Vert à Lomé. Et des signes qui ne trompent peut-être pas et on espère voir ces éperviers-là jouer grandement leur chance dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ça commence déjà ce jeudi à Benghazi face au Soudan et puis après, 5 jours plus tard, à domicile, nous allons recevoir le Sénégal, tout comme en 2006 et en 2021. Nous allons encore recevoir le Sénégal et nous mobilisons au niveau de Sergio Sport qui organise cette rencontre-là, mobiliser les Togolais à rester soudés derrière leur équipe pour la victoire. Il est permis de rêver. C'est vrai, nous ne sommes pas la CAN. On se dit cette équipe n'a pas de chance dans cette poule composée peut-être du Sénégal. Il y a la Mauritanie qui sont déjà qualifiés. La RDC qualifiée également pour la CAN. Donc on se dit que ce sera compliqué, mais il est permis de rêver et nous allons rêver avec les éperviers jusqu'au bout. Donc c'est le 21. Au stade de Kégué, c'est un jour ouvrable, mais nous comptons sur la disponibilité des Togolais pour pouvoir venir supporter les éperviers. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on va aller rapidement avec... En attendant, y a-t-il des particularités de la nouveauté autour de cette organisation? Oui, comme lors des derniers matchs des éliminatoires de la CAN, il n'y avait pas eu de tickets, il y a eu des bracelets et ce sera encore des bracelets. Et on appelle chaque supporter à porter les bracelets. Quand vous recevez le bracelet, n'attendez pas à aller à l'entrée avant, il faut les mettre en même temps et parce que ce sera bien vérifié et parce que on va vérifier, on va enlever une partie, ceux qui sont au niveau de l'entrée, ça, vous aurez des problèmes à sortir, à revenir. Donc, quand vous avez les bracelets, ce seront des bracelets, nous informons les Togolais et quand vous les portez, quand vous les recevez, portez-les en même temps avant de rentrer parce que dans la bouteille, on ne sait jamais et dans la confusion, quelque chose peut arriver, vous arrivez là-bas, on ne vous permet pas de rentrer. Donc, portez en même temps les bracelets dès que vous arrivez, c'est pratiquement les nouveautés. Et puis, l'entrée nord sera également ouverte au public dès midi. Les portes seront ouvertes dès midi pour permettre à ceux qui n'auront pas les bracelets pendant la semaine de pouvoir les avoir sur place. Mais nous demandons, nous conseillons en tout cas les supporters de pouvoir prendre en semaine parce que la vente sera très tôt ouverte pour permettre à tous les Togolais. Le match a lieu le 21. On doit s'attendre à la vente des tickets dès quel jour déjà? La vente des tickets nous sommes le 21, c'est le mardi. C'est le mardi. En principe, à partir du week-end, nous devons nous attendre à la vente des tickets, prendre les tickets et d'ici lundi les avoir et puis ne pas attendre l'entrée des stades pour pouvoir vendre les tickets. Parce que ce qui arrive aussi, il y a certains qui achètent les tickets et qui les revendent. Là, c'est compliqué parce que nous sommes déjà acculés par rapport à ça. Les gens nous disent non, on nous revend trop cher les tickets à l'entrée parce que les gens savent que vous avez besoin des tickets, ils les achètent et à 30 minutes du match, ils vous proposent un ticket de peut-être de 1000 francs à 1500 et vous êtes obligé de l'acheter. Mais donc, de préférence, prenez les tickets pendant la semaine, pendant le week-end et avant le jour J. Oui, il y a certains qui ont peur, on va dire, de perdre leur bracelet puisque c'est un papier. Oui. Quand il y a du mouvement, peut-être à l'entrée, ça peut se perdre ou bien ça peut se défaire. Voilà pourquoi il y en a qui soutiennent tenir ça ou bien mettre ça quelque part et le montrer à l'entrée.
Ce sera compliqué. Ce sera compliqué et nous le disons toujours. Ou bien cette fois-ci, ça c'est va un être un peu bracelet, solide. C'est un bracelet, ce sera solide. C'est un bracelet, il faut les porter et avant de rentrer au stade. C'est préférable. Très bien. Autre chose à ajouter peut-être? Oui, c'est les prix. Des tickets. Les Gandais sont à 1000 francs. La tribune couverte à 3000. La tribune officielle à 20 000. Et puis VIP à 30 000. Et puis une précision au niveau de la loge officielle. On a tendance des fois à voir des gens avec des tickets de la loge officielle venir avec les enfants et ça dérange l'organisation au niveau de la loge officielle. Donc, un ticket, c'est pour une personne. On n'accepte plus ça. On n'accepte plus ça, c'est un ticket, c'est pour une personne. Très bien. Voilà, puisqu'il y a des autorités au niveau et des fois, c'est tout un problème à gérer. Nous avons le directeur des sports avec nous. Peut-être, voulez-vous prononcer sur les matchs à venir des éperviers? Non, je pense que c'est une équipe, comme nous disons, c'est une équipe qui est en train de se construire. Et comme vient de le souligner, moi je pense que les équipes de Mauritanie et de la RDC ne sont pas des équipes imbattables. Mais ils sont à la CAN. Même s'ils sont à la CAN, je pense que notre équipe a quand même une valeur à démontrer. Donc nous devons aller massivement vraiment supporter cette équipe pour qu'on puisse avoir des points. Très bien. Une précision rapidement pour le point de vente des tickets, parce que les tickets seront en vente à partir du vendredi prochain, 17 novembre, à partir de 10h. Vous retrouvez les tickets à la boutique Sergio Sport, à la FTF, à Sport FM ici même. Vous retrouverez les tickets à New York TV. Au stade d'Agoué, vous aurez les tickets là-bas à Radio Carré Jeune, à Didogomé, à Radio Tassi FM, à Agbalpédoguin, au siège de la des fans, c'est-à-dire le district féfétora de football d'Agoué-Nivé. Oui, chez vous. Il y aura, voilà les points de vente des tickets à partir du vendredi 17 novembre à 10h. Merci Fifia Sokbavi d'être venu pour partager tout ça avec nous. Merci Latif Yorouma. Merci Grégoire Attignon d'avoir été là. Merci Bawa Adamou qui est le directeur national du sport et de l'éducation physique. Merci. Revenez quand vous voulez. Merci Pélagie Mekoum. Allez, à très bientôt.